Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. La semaine dernière, nous avions le plaisir de retrouver à l'entrée des ruines fumantes d'Isengard deux créatures dont l'insolence et la gaieté nous avaient cruellement manqué. Je parle bien sûr de Cyril et FX. Comment allez-vous depuis la dernière fois, messieurs ? J'ai cru qu'il n'allait pas nous présenter, mais le twist est magistral. Bien sûr, je suis une créature. Oh, je vous voyais plutôt comme des hobbits que comme des créatures malveillantes. Vous allez bien ? Bah ça va très bien, et toi Julien ? Ça va magnifiquement bien également. J'ai hâte d'entamer ce chapitre et d'aller rendre visite à ce gredin de Saruman. Eh bien moi aussi. Et j'espère d'ailleurs que nos auditeurs et auditrices vont tous très bien. Oui, et si vous avez hâte également que vous appréciez cet épisode et que vous avez apprécié les précédents, n'hésitez pas comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine, à noter notre épisode, à noter notre podcast sur les plateformes avec lesquelles vous l'écoutez. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit tip d'encouragement sur notre page Tipeee, et nous en profitons pour remercier nos chaleureux tipeurs ainsi que leurs merveilleux messages qu'ils nous envoient à chaque fois pour nous remercier du travail que l'on fournit, pour nous expliquer où ils nous écoutent. Dernièrement, on en avait eu un qui nous écoutait à Las Vegas avec ses amis, donc c'est toujours des situations amusantes. Tu avais entendu parler de nous là-bas. Oui, c'est ça. On se demande à quelle heure et dans quel casino il était. Il y a pas mal de gens qui font soit qui sont en voyage, soit qui font des road trips, ou alors qui font des livraisons, etc., qui nous écoutent vraiment en voyage un peu aux quatre coins de la Terre. C'est quand même fou de se dire que nos voix résonnent jusque-là, quoi. De la Terre du milieu, oui, un petit peu. Avec... Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on rencontre véritablement Saruman ? Si, on a eu que des récits de lui, ouais, mais c'est ça, hein. Pour l'instant on ne l'a pas vu, De nos yeux vus. Le et on fameux. va comprendre pourquoi, on n'a pas raté grand chose. Alors j'espère que vous avez bien profité de ce moment de répit à partager le récit de vos aventures, que l'herbe à pipe était exquise et le porc salé particulièrement savoureux, car maintenant c'est la fin des réjouissances. Il nous faut aller confronter Saruman, enfermé dans sa tour, pour peut-être lui glaner des informations, si ce n'est le ramener à la raison. Alors faites attention où vous mettez les pieds, il y a des crevasses et des puits inondés autour de nous, alors approchons-nous avec précaution. Soyez vigilants, car la voix du magicien est envoûtante, et il pourrait bien nous ensorceler par ses paroles malveillantes. Chapitre 10 : La voix de Saruman. Nous retrouvons donc nos compagnons, après le long récit de Merry et de Pipin que nous vous avions conté la semaine dernière, et le groupe se réunit, et Gandalf décrète qu'il est temps maintenant de se remettre en route. Mais avant cela, il lui reste une dernière corvée, rendre une visite d'adieu à Saruman. Il pense que c'est dangereux et probablement inutile, mais il le faut. Gandalf propose à qui veut l'accompagner de venir, mais il les prévient, ils doivent se tenir sur leur garde. « Je viens avec vous, dit Gimli. Je désire le voir, histoire de découvrir s'il vous ressemble vraiment. » « Et comment comptez-vous découvrir cela, maître nain ?» dit Gandalf. « Saruman pourrait bien me ressembler à vos yeux, si cela servait ses desseins à votre égard. Et puis, êtes-vous aujourd'hui assez sage pour déceler toutes ces contrefaçons ? Enfin, nous verrons bien, peut-être. Il se pourrait qu'il craigne de se montrer devant tant d'yeux différents, mais j'ai dit à tous les Ents de se retirer hors de vue. Aussi avons-nous une chance de le persuader de sortir. » Pipin demande à Gandalf ce qu'il risque. Saruman va-t-il leur tirer dessus, ou leur jeter un sort à distance ? Pour Gandalf, un sort est probable, mais nul ne peut dire ce dont il est capable ou ce qu'il peut tenter de faire. Il conseille tout particulièrement de se méfier, comme tu l'as dit Julien, de sa voix. Alors ils arrivent au pied d'Orthanc, elle est noire, et le roc, lui, comme s'il était mouillé. La pierre aux multiples faces présente des contours très nets, comme FX l'avait expliqué aussi la semaine dernière, comme si elle venait d'être fraîchement taillée. Du côté est, dans un renfoncement entre deux piliers, une grande porte s'ouvre à bonne hauteur au-dessus du sol. Elle-même est surmontée d'une fenêtre au volet clos, donnant sur un balcon entouré de barres de fer. Un escalier de 27 marches, sculpté par un art inconnu, dans la même pierre noire, monte jusqu'au seuil de la porte. C'est là l'unique entrée de la porte, mais ses murs escarpés sont ajourés de nombreuses fenêtres, étroites et élancées, vers le sommet. Elles scrutent l'horizon comme des yeux exigus dans la face abrupte des cornes. Gandalf annonce qu'il va monter. Après tout, il est déjà rentré à Orthanc et connaît le péril qui l'attend. Mais Théoden se désigne pour le suivre. Il désire parler à l'ennemi qui lui a causé un si grand tort, et il demande à Éomer de l'accompagner. Gandalf, lui, demande à Aragorn de venir, mais Gimli s'exclame. Il exige que Legolas et lui puissent venir aussi. Ils sont ici les seuls représentants de leur peuple respectif.
Gandalf, Aragorn, Théoden, Éomer, Gimli et Legolas gravissent donc les marches. Les cavaliers du Rohan, restés de part et d'autre de l'escalier, remuent sur leurs selles, jetant des regards méfiants vers la tour et craignant pour leur seigneur. Merry et Pippin sont assis sur la première marche, envahis d'un sentiment d'insignifiance et d'insécurité. Gandalf s'arrête à la porte d'Orthanc et frappe avec son bâton. Elle résonne d'un son caverneux. « Saruman ! Saruman !» crie Gandalf d'une voix forte et autoritaire. « Saruman, montre-toi !» Ces appels restent quelque temps sans réponse, mais enfin, les volets s'ouvrent à la fenêtre du dessus, mais personne ne se voit dans la sombre ouverture. Une voix connue de Théoden résonne alors. « Qui est là ? Que voulez-vous ?»« Va chercher Saruman, puisque te voilà maintenant son valet de pied, Grima, langue de serpent, » répond Gandalf. « Et ne nous fais pas perdre notre temps. » La fenêtre se referme, ils attendent. Soudain, une autre voix s'élève, douce et mélodieuse. Et non pas celle de Julien, hein. Son timbre même est un enchantement. Et qui sait, peut-être y étais-je. Peut-être allons-nous découvrir qu'en fait Saruman est Julien. C'était moi. J'étais là, j'y étais. Et je m'en serais sorti si vous n'aviez pas été foutre votre nez de fouineur dans mes affaires. En tout cas, là, non, ce n'est pas la voix de Julien qui retentit, mais ceux qui l'entendent, ceux qui sans méfiance prêtent l'oreille à cette voix, sont incapables de rapporter les mots entendus. Et même, quand ils le peuvent, ils s'étonnent, car ces mots leur semblent alors sans grand pouvoir. Pour la plupart, ils se rappellent seulement combien il est agréable d'entendre parler cette voix. Tout ce qu'elle dit paraît sage et raisonnable, et le désir s'éveille en eux, par le plus vif assentiment de paraître sage à leur tour. Quand d'autres prennent la parole, cela semble par comparaison fruste et indélicat. Et s'ils contredisent la voix, la colère enflamme le cœur de ceux qui sont sous le charme. Pour certains, le charme n'opère que si la voix s'adresse à eux. Autrement, ils ont le sourire de ces hommes qu'un tour de prestidigitateur ne parvient pas à tromper, alors que d'autres en restent bouche bée. Dans bien des cas, le seul ton de la voix suffit à les subjuguer, et pour ceux qui sont conquis, le charme persiste même quand ils sont au loin. Et ils entendent toujours cette voix douce leur chuchoter à l'oreille avec insistance. Mais nul n'y reste insensible, nul ne rejette ses ordres et ses prières sans un effort de l'esprit et de la volonté, tant que son détenteur en garde la maîtrise. Oui, c'est vraiment un pouvoir fantastique alors, la voix de Saruman. Mais oui. Alors peut-être que c'est le moment peut-être d'aborder plus en profondeur ce personnage qui est Saruman, comme on vient de décrire sa voix. Vous allez voir plus tard, dans le récit, lorsqu'on va le continuer, que vraiment sa voix a un vrai pouvoir très puissant. Mais du coup, je vais laisser la place à FX qui nous a concocté un petit dossier autour de Saruman pour vous, auditeurs curieux. Alors FX... Ben oui, parce que c'est vrai, au final, c'est qui Saruman ? Bon, nous, on le connaît des films, on en a beaucoup parlé ici dans le podcast, on sait que c'est le magicien blanc, etc. Mais là, on va revenir un peu en profondeur sur toute l'histoire de ce personnage. Donc, on sait tous, ici au moins, que Saruman est un Maya. Donc un Maya, au même titre que Gandalf, que Sauron, que les Balrogs, et que beaucoup d'autres êtres, espèces de demi-archanges en dessous des Valar, etc. Il fut appelé autrefois Kurumo, quand il était encore à Aman, et il servait Aule, le forgeron des Valar. Et alors, première petite information intéressante, ce que je ne savais pas, qui d'autre servait Aule en tant que... Sauron, exactement. Donc ils étaient tous les deux en fait au service d'Aule, le forgeron des Valar, et donc ils ont tous les deux appris aussi des compétences de forgeron, etc. Donc il y a un lien étrange là-bas au début. Il faudrait quand même se poser les bonnes questions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un élément dissident, ça vient de la famille d'Aule. Il faut peut-être se remettre en question. C'est exactement ce que je me suis dit. Tu crois qu'il est à Valinor en ce moment? Il est merde. Après, où est-ce que j'ai merdé? C'est lui aussi qui a fait les nains, Aule, il me semble. Oui, j'imagine. Quand tu vois Gimli, tu te dis aussi... Non, pas Gimli, lui ça va, il est bon. Du coup, quand Sauron commence à faire un peu en terre du milieu tous ces petits soucis-là, Manwë, le roi des Valar, veut donc envoyer des émissaires, et notre cher Kurumo, à ce moment-là il est encore appelé de la sorte, est le premier à se porter volontaire, alors que Gandalf, lui, il ne se porte pas volontaire, mais il est convaincu par d'autres Valar, en fait, d'y aller. Et en même temps, on ordonne, en fait, à Saruman de partir avec Radagast. Donc, la façon dont on l'explique, parfois, c'est vraiment un peu en mode « Bon, Radagast, allez, tu pars avec Saruman. » Et Saruman est vraiment en mode
Le boulet. Ouais, à fond, quoi. Et donc voilà, beaucoup aussi considèrent Gandalf comme le vrai Istari important, le premier Istari, donc un peu comme le plus grand sage, comme Saruman en fait a un peu pris la place, mais les Valar considèrent Gandalf. Et ça va le frustrer, Et ça, donc, d'ailleurs. c'est à cause de ces deux éléments que Saruman part déjà avec une certaine jalousie envers Gandalf et une petite haine envers Radagast en mode, comme tu dis, un peu le boulet, quoi. Voilà. Donc une fois arrivé en Terre du Milieu, Kurumo devient donc Saruman le Blanc et Gandalf reçoit... donc ce sont les Istariens qui sont arrivés. Petite note, les Istaris sont arrivés en l'an 1000 du Troisième Âge. Ils sont censés être arrivés à 5, mais dans des écrits tardifs de Tolkien, hein, comme on a souvent, on dit en fait que les 2 magiciens bleus sont arrivés bien plus tôt, en 1600 du Second Âge. D'accord. Donc c'est plus ou moins 2500 ans plus tôt. Mais ils ne sont pas venus pour les mêmes raisons, du coup. Si, ça reste des Istari. Ils sont venus aussi avec des missions. On pourra peut-être... Enfin, c'est un peu plus long. Je sais qu'en tout cas, eux, ils sont directement allés à l'Est. Au début, Tolkien disait qu'il n'avait pas d'informations sur les Istari bleus. Et dans des écrits plus tard, justement, probablement les mêmes écrits dont on parle maintenant avec Saruman... ah ben non, on est toujours dans les écrits des Bleus. Enfin, soit, il est dit par contre que ils ont probablement beaucoup aidé à faire en sorte que Sauron ne gagne pas, parce qu'ils ont probablement fait pendant longtemps, un peu à la façon de Gandalf, mais à l'Est, réussi à mitiger la prise de pouvoir et d'influence là-bas, donc dans tous les peuples du Rhûn, comme on appelle ça. Mm-hmm. Donc c'est un peu des... chez les Orientaux, du coup. Les Orientaux, etc. Les ennemis du Gondor, et du coup, par conséquent, du Rohan. Chez les chariotiers. Exactement. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu souvent que le simple fait qu'ils étaient là avait diminué son influence et du coup avait fait quand même une séparation entre, on va dire, un petit peu comme d'habitude, hein, les loyalistes et les séparatistes, on va dire, pour utiliser un terme, et que sans eux, en fait, il y aurait probablement eu beaucoup plus d'orientaux qui se seraient ramenés et qui auraient probablement pu amener à la victoire, quoi. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est des écrits plus tardifs. Tout ça pour revenir sur notre cher Saruman. Visiblement dans les écrits plus récents, il serait donc arrivé à 3 au Havre Gris, et Círdan aurait donc donné à Gandalf l'anneau, le fameux anneau Narya, l'anneau elfique du feu, ce qui augmente inévitablement encore un petit peu plus la jalousie de Saruman envers Gandalf. Ouais, parce que j'allais le dire, puisque Saruman est vraiment considéré normalement dans l'ordre des magiciens comme le premier, et donc il se voit en fait... Círdan... J'avais lu un texte par rapport à ça, et il est dit que Círdan voit directement en Gandalf une sagesse bien plus grande, et Saruman en est vraiment vexé, quoi. Et c'est pas la dernière fois, on va le voir. Alors, Saruman part ensuite vers l'Est également, d'ailleurs, donc comme les magiciens bleus, et ce pendant 1500 ans. Ça, je ne savais pas du tout. Donc voilà, il est parti pendant 1500 ans là-bas, c'est énorme. En 2063, Gandalf entre dans Dol Guldur et fait, sans le savoir, fuir Sauron, qui part vers l'Est pendant 400 ans. Okay. Donc 2063, c'est plus ou moins 1000 ans après que Saruman soit parti. Ce qui fait qu'il y a plus ou moins 400-500 ans où Saruman et Sauron sont en même temps à l'Est. Avec la mer du Nord, les magiciens. Terrain vague. Mon Dieu. Voilà. Plutôt la mer de l'Est, mais soit. Mais voilà, donc ils sont tous ensemble là-bas à ce moment-là. Après, le Rhûn est très grand, et donc on ne sait pas si c'est immense, passé. Hein, le Rhûn. Il est fort probable qu'ils ne se soient pas croisés. Mais voilà, c'est un peu... Voilà, on peut dire qu'ils ont vécu des trucs là-bas qui ne devaient pas être... J'y trouve une certaine similarité avec... Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de référence à Harry Potter, alors j'y reviens. Je trouve qu'il y a une certaine similarité avec l'absence de Voldemort qui va se cacher dans une forêt en Albanie, et puis qui est retrouvé par Queue de Verre, et puis par Bertha Jorkins, si je ne m'abuse. Ouais, elle se fait tuer surtout par lui. Qui se fait certainement tuer, oui. Et qu'il trouve Nagini aussi là-bas. Enfin, il y a Nagini qui le rejoint. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de similaire là-bas. La lente reconstruction à l'Est. C'est vrai. Ouais. Dans des terres reculées, loin de tout, pour revenir encore plus puissant que jamais. C'est pas ce qu'ils ont fait dans le désert. Oh bon, c'est peut-être là qu'il est devenu multicolore. On peut écrire des fanfictions là-dessus. Amazon peut-être, si vous nous écoutez. Justement, on sait pendant cette période-là en fait que Saruman n'est pas corrompu. Malgré toutes ces jalousies, etc. Donc voilà, est-ce qu'il est déjà multicolore ou pas à ce moment-là, je ne sais pas. Mais pas du tout, hein, je dis c'est une bêtise, il devient multicolore vraiment très tardivement, puisque Gandalf le voit pour la première fois multicolore au moment où il lui rend visite lors de la guerre de l'anneau. Donc c'est vrai. Plus tard encore, 2463, du Troisième Âge toujours évidemment, hein, je le rappelle, mais le nécromancien émerge à Dol Guldur, ce qui pousse les sages à créer le Conseil Blanc,
Donc les sages, on a Galadriel, Círdan, Gandalf, Saruman et notre cher Elrond. Je crois que c'est tout, mais il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Círdan qui est malheureusement tristement absent des films dans ce conseil. Et Galadriel fait savoir qu'elle aimerait vraiment que Gandalf soit le chef de ce conseil. Jalousie, bonjour. Mais il refuse dans sa... J'allais dire dans sa grande bonté, mais c'est plutôt cette... Enfin, on avait déjà parlé de ça, hein. C'est le fait qu'il ne se pensait pas... Mais il est très humble. De taille, en plus d'humilité, oui. Puis il ne voulait pas trop interférer dans le monde des hommes. Il est là pour apporter de l'espoir, rien de plus. Oui, mais bon, après, il y avait c'était soit lui, soit Saruman, donc... Mais c'est juste son humilité, ou à mon avis aussi son manque de confiance dont on avait parlé. C'est amusant de voir, comme souvent, il y a un côté très tragique, je trouve, là-dedans, dans le sens où les personnages courent eux-mêmes à leur perte en essayant de l'éviter. Ouais. Ils provoquent en fait d'une certaine manière la jalousie et l'ire de Saruman, alors que ce n'est pas du tout leur dessein, mais ils le font parce que déjà de base ils sont écrits comme ça et que Saruman a déjà cette graine en fait en lui. Et t'as l'impression qu'ils vont tous la titiller sans le savoir, parce que c'est le destin, c'est... En tout cas, non, c'est le projet d'Ilúvatar, peut-être. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi le fait de refuser la place de chef du conseil va amener d'autres soucis qui vont peut-être accélérer la chute de Saruman, mais ouais. Voilà, du coup, Saruman prend la fameuse place du chef de conseil. Et c'est justement à ce moment-là qu'il commence à désirer du pouvoir, à désirer commander et ainsi qu'à trouver l'anneau unique. Il va donc à Minas Tirith pour étudier tout ce qu'il peut sur l'anneau, sur Isildur, etc. Tout comme Gandalf le fera plus tard. Ce que je trouve par contre bizarre, c'est qu'ils font ça 2000 ans après être arrivés. Enfin, Saruman, Gandalf encore plus. Il fallait d'abord décorer Orthanc et fixe. Voyons. Oui, c'est vrai. Il déménageait, il y avait le camion qui était là. Temps, hein. Il n'a pas du tout encore temps. Non, mais c'est vrai que, bon, après, est-ce que les bibliothèques de Minas Tirith... Enfin, oui, depuis la mort d'Isildur, ces informations doivent être là. Mais ils n'ont pas d'intérêt à le chercher à ce moment-là. Enfin... L'anneau est réputé comme disparu. C'est justement la résurgence de Sauron sous la forme du nécromancien qui va les faire vraiment se poser une question là-dessus et se dire, bon, là, on a peut-être laissé trop traîner cette affaire. Il est temps de s'y remettre. Ils arrivent 1000 ans du troisième âge, donc ça fait déjà 1000 ans que l'anneau a été perdu, c'est déjà une vieille histoire, quoi. Déjà... Oui, mais ils arrivent sur quoi? Pourquoi dans la Terre du Milieu? Pour aider les hommes à vaincre le mal, mais c'est Sauron le mal. Mais vu que la menace n'est pas très prégnante, bah ça urge pas. Mais ça, on l'avait déjà évoqué, c'est qu'au départ, c'est impensable que l'anneau existe encore pour tout le monde. Et quand il le retrouve, Gandalf doit convaincre au conseil de Foncombe que c'est bien l'anneau unique parce que personne n'y croit. C'est vraiment une légende, c'est un truc que... T'imagines quelque chose ici qui aurait disparu pendant 1000 ans, voire plus? C'est l'épée d'Arthur. Ou quelque chose de plus destructeur. Je sais pas, imagine, il y a une seule bombe atomique sur Terre, petite, portative, et elle a disparu pendant 1000 ans. Ou le calice du Christ, j'en sais rien. Elle est au fond de la mer, elle est enfermée dans une cave, on la retrouvera jamais. Ouh. Ça donne envie de partir en mer avec un bateau et chercher des trésors. Oui. Le trésor, il est dans ses réunions FX, dans ses podcasts hebdomadaires. Il est dans le message de nos auditeurs. Donc voilà, c'est seulement après en fait que du coup on en avait parlé je crois, mais en 2759 Saruman donc s'installe à Orthanc. Vous savez que c'est parce que les Dunelandais ont pris, enfin il y a eu la création du rang, puis les Dunelandais ont pris un peu de place puis sont repartis, mais voilà c'était toujours en tout cas les Gondoriens qui avaient la clé d'Orthanc et les deux le Rohan et le Gondor étaient très contents d'avoir un magicien à l'ouest de leur terre, voilà, ce qui se révélera bien plus tard problématique, mais à ce moment-là c'était une bonne chose. Alors, chose très importante, c'est qu'à l'intérieur d'Orthanc, il trouve donc un Palantir. Évidemment. On y reviendra à mon avis un petit peu plus au prochain épisode. On fera un dossier là-dessus. Je crois que c'est un épisode qui s'appelle le Palantir, non? Oh, mais tiens donc, quel hasard. Moi je disais ça comme ça parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui. Mais... Non, mais on développera évidemment. Voilà, ce sont des grosses boules de cristal entre guillemets, avec lesquelles on peut communiquer à distance entre plusieurs boules. Je reste très succinct pour le moment parce qu'on y reviendra, mais comme ça vous avez le concept pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, parce que ça va être important dans la suite directe ici. Donc il apprend en fait dans ses recherches à Minas Tirith qu'il y a probablement encore un Palantir à Orthanc, et c'est pour ça en fait qu'il va commencer à placer ses pions et faire tiens, intendant, est-ce qu'il n'y aurait pas la clé J'aime bien la forêt qui est à côté. Non, il y fait bon vivre. Voilà, et donc l'intendant, comme je disais, lui donne les clés.
au grand bonheur du Rohan et du Gondor. Et il va en effet trouver ce palantir qu'il va garder secret du reste du conseil. En 2851, il met son veto à la proposition de Gandalf d'attaquer le nécromancien à Dol Guldur. Donc voilà, il dit non, on l'attaque pas. J'imagine qu'il y trouve son compte. Mais par contre, en 2941, donc 70 années plus tard, je pense, non, 90 ans plus tard, pardon, là, il accepte, principalement parce que ça lui permettrait de fouiller les champs d'Eris seul, sans qu'il ne soit dérangé par les troupes de Sauron. Donc à ce moment-là, il est vraiment en train de chercher l'anneau. Et en allant chercher, je suppose que voilà, ils vont combattre le nécromancien, etc. Il va sûrement faire ses recherches. Il ne le trouve pas, inévitablement, et il décrète, entre guillemets, que l'anneau a suivi l'Anduin jusqu'à la mer et que du coup l'anneau est perdu. Enfin, voilà, supposition de sa part. Peut-on prendre un moment pour imaginer ce vieux Saruman le Blanc, tout orgueilleux qu'il est, à quatre pattes, allez, en train de chercher un anneau le long de ce petit fleuve. Moi, j'aimerais bien juste que vous asseyez un moment et que vous pensiez à ça. Et peut-être des orques qui sont cachés derrière les arbres et qui disent « Attends, s'il le trouve, tu décoches une flèche. Ah, il l'a pas trouvé, merde, bon, on revient demain. » Et puis Gandalf qui arrive « Que faites-vous, Saruman ?»« Oh, j'ai perdu mes lentilles !» Sans oublier que Gollum est certainement dans les parages. Encore en forme Hobbit pour le coup. Ouais. Ah non, il était déjà plus, il avait déjà disparu l'anneau à ce moment-là. Il l'avait déjà trouvé depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'est plus là l'anneau. En plus, l'anneau n'est d'office plus là. Parce que Saruman aurait pu clairement le trouver. Ouais. Bah, ou alors, quoique il aurait fallu, ouais, avec de la magie, je suppose. Bah oui, bien sûr. Tiens, c'est scary ça de savoir que. Mais ce qui est aussi terrible, c'est de s'imaginer si l'anneau n'avait pas été récupéré par Sméagol et ni par Saruman et qu'il avait vraiment été transporté par le courant jusque dans la mer. Et bah quoi? De quoi? L'anneau? S'il avait été jusque mais dans l'anneau à l'océan. sa volonté propre, il aurait jamais Bien été sûr. jusque là-bas. Mais Sauf oui, si mais ça lui avait permis de retrouver Sauron. Bah, ce serait devenu, enfin, ce serait resté une légende entre guillemets. On n'aurait jamais su du coup. Enfin, du coup, on a tous ces livres parce que. Comment on aurait l'anneau, détruit c'est... Sauron, c'est la question. T'imagines, on n'aurait pas eu les livres. Oh mon dieu. Donc c'est après tout ça, après s'être après avoir a été à Croupeton dans les champs d'Iris. C'était donc lui, la théorie tient toujours. Qu'il retourne à Isengard et commence à fortifier la région. Et il commence du coup à ce moment-là à envoyer un peu partout des espions, principalement pour surveiller Gandalf, sa jalousie étant à son pic. Il va mettre notamment des espions, on le sait, à Brie, etc., aux alentours de la comté, et il envoie évidemment des espions au Rohan, etc. Notamment notre cher Grim à les mains douces, qui va commencer à aller parler à l'oreille du roi avec des mots et des poisons. Attention que quand je dis les mains douces, c'est une blague entre nous, c'est pas vraiment son, c'est pas vraiment son suffixe. Donc voilà, et il commence également à ce moment-là à utiliser le fameux palantir dont on parlait à l'instant, sans savoir que Sauron a également retrouvé un palantir à Minas Ithil, devenu Minas Morgul, quelques années auparavant quand il avait vaincu les troupes du Gondor là-bas, et on appelle ça, en anglais c'est de Ithil Stone, donc la pierre d'Ithil je suppose, donc ce n'est pas une pierre particulière, on y reviendra encore là-dessus plus tard, la semaine prochaine, pardon, mais c'est juste, je suppose qu'elle s'appelle la pierre d'Ithil parce que c'était celle de Minas Tirith. Il n'empêche qu'il va utiliser cette pierre pour corrompre celle que Saruman a, et via cette corruption, Saruman lui-même va être corrompu. Et en tout cas, il va achever le travail, parce que c'était déjà bien lancé. Quand même. C'était déjà bien lancé, mais ça va clairement jouer, à mon avis. Ouais. Par contre, mais c'est important de savoir qu'il corrompt la pierre et non Saruman, enfin il corrompt Saruman via la pierre, et il fait également la même chose avec notre cher Denethor, qui a aussi du coup une pierre à Minas Tirith, à savoir que... il y a une pierre à Minas Tirith. Oui, mais on reviendra la semaine prochaine, mais il y en a 7. Okay. Il y en avait on aura l'occasion d'en reparler également quand nous rencontrerons notre cher Denethor, fils d'Ectélion. Et donc je termine sur le fait que notre cher Denethor, lui, n'a pas été corrompu, mais a plutôt été démoralisé, étant notamment beaucoup plus fort. Et beaucoup plus sage que dans les films. Ouais, voilà, fort mentalement en tout cas, et sage que dans les films. On aura aussi l'occasion de revenir sur ce fameux personnage. Voilà, alors globalement je m'arrête là, il y a probablement encore énormément de choses à dire sur notre cher Saruman, mais globalement là on arrive au récit en fait, enfin au temps de notre récit, et vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. Donc c'est très bien parce que maintenant on va pouvoir découvrir son pouvoir plus particulièrement, donc on va se retrouver donc devant cette tour avec une voix mélodieuse. Une voix mélodieuse qui se fait entendre. Alors,
d'un ton doucement interrogateur, « Pourquoi venir troubler mon repos? Ne puis-je avoir un seul moment de paix, de nuit comme de jour ?» C'est là le ton d'une âme bienveillante, heurtée par l'injustice de son sort. Il lève des yeux ahuris, car personne ne l'avait entendu approcher. Se tient maintenant derrière la balustrade un vieillard, drapé d'une ample cape de couleur indéfinissable, car elle change de ton chaque fois qu'il promène le regard dessus, ou quand le vieillard bouge. Il a le visage long et le front haut, et les yeux noirs et profonds, difficiles à sonder. Il a la barbe et les cheveux blancs, mais des mouchetures de noir se voient encore au pourtour des lèvres et des oreilles. « Mais allons donc, dit la voix douce. Il en est au moins 2 parmi vous que je connais de nom. Gandalf, je le connais trop bien pour espérer vraiment qu'il soit venu quérir mon aide, mes conseils. Mais vous, Théoden, seigneur de la Marche du Rohan, vous vous signalez par vos nobles emblèmes, et plus encore par les beaux traits de la maison des Orles. Oh, digne fils de Tengel, le 3 fois renommé. Pourquoi n'être pas venu plus tôt et en ami? J'ai grandement désiré vous voir, roi entre les rois des terres de l'Ouest, en particulier ces dernières années, pour vous délivrer des conseils mal avisés et souvent mauvais, dont je vous voyais accablé. Est-il trop tard à présent? En dépit des torts qui m'ont été causés et dont les hommes du rang ne sont, hélas, pas innocents, je voudrais quand même vous sauver et vous préserver de la ruine qui vous attend inévitablement si vous suivez cette route sur laquelle vous êtes engagé. Car je suis bien le seul à pouvoir vous aider maintenant. Théoden ouvre la bouche comme pour prendre la parole, mais il reste muet. Il regarde Saruman et ensuite Gandalf et paraît hésiter. Gandalf, lui, ne fait rien. Les cavaliers, eux, remuent, accueillant les paroles de Saruman avec un murmure d'approbation, et bientôt, ils tombent eux aussi dans le silence, comme ensorcelés. Ils ont l'impression que Gandalf n'a jamais eu pour leur seigneur des paroles aussi justes, ni aussi belles, que tous ces échanges avec Théoden ont toujours été empreints d'arrogance et de brusquerie, et une ombre envahit leur cœur, la crainte d'un grave péril, la fin de la marche au milieu des ténèbres où Gandalf les conduit. Alors que Saruman leur montre une porte de sortie qu'ils tiennent à demi ouverte, de sorte qu'un rayon de lumière en émane. Le silence s'appesantit. Et c'est Gimli qui s'exclame tout à coup. « Les paroles de ce magicien sont sans dessus-dessous. Dans la langue d'Orthanc, aider signifie ruiner, et sauver veut dire tuer. Cela crève les yeux. Mais nous ne sommes pas venus quémander. » Paix! Je ne m'adresse pas encore à vous, Gimli, fils de Glóin. Bien loin est votre pays, et les difficultés de cette terre ne vous concernent que fort peu. Permettez que je parle d'abord avec le roi de Rohan, mon voisin, et qui fut mon ami. Dites-moi, roi Théoden, qu'êtes-vous venu chercher ici? Voulez-vous la paix avec moi, et toute l'aide que mon riche savoir peut vous apporter? Prendrons-nous ensemble nos décisions à l'encontre des mauvais jours, et réparerons-nous ensemble les dommages que nous avons tous deux causés en toute bonne foi? Théoden ne répond pas. Il semble lutter intérieurement, partagé entre la colère et le doute. C'est Éomer qui lui parle alors. « Monseigneur, dit-il, voici le danger dont on nous a avertis. Cette voix. Ne sommes-nous allés à la victoire que pour finir par nous tenir là, stupéfiés par un vieux menteur à la langue fourchue? Quelle aide peut-il offrir en vérité? Tout ce qu'il désire, c'est d'échapper à sa condition. Vous ne pouvez faire confiance à ce perfide sournois. Rappelez-vous Théodred et la tombe de Hama au gouffre de Helm. » Saruman interrompt promptement Éomer, tentant de l'empêcher de raisonner son roi, tout en l'amadouant de paroles en apparence sages, mais en réalité menaçantes. « Ne vous mêlez pas de politique, à quoi vous n'entendez rien. On ne peut rejeter l'amitié de Saruman et la puissance d'Orthanc. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, et cela grâce à une aide sur laquelle vous ne pouvez plus compter. Il se pourrait que vous trouviez l'ombre de la forêt à votre propre porte la prochaine fois. Elle est capricieuse, dépourvue de raison, et elle n'a aucun amour pour les hommes. Et puis,
dois-je être qualifié de meurtrier parce que de vaillants hommes sont tombés au combat? Vous avez mené bien des guerres et tué nombre d'hommes, roi Théoden, et vous avez tout de même fait la paix ensuite. Ne pouvons-nous tenir conseil comme nous l'avons fait jadis, mon vieil ami? Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi? Nous ferons la paix. Oui, nous ferons la paix. Lorsque vous répondrez de l'embrasement de l'Ouestfold et des enfants qui gisent sans vie. Nous ferons la paix lorsque les vies des soldats, dont les corps furent dépecés devant les portes de Fort-le-Corps alors qu'ils étaient morts, seront vengés. Lorsque vous pendrez un gibet pour le plaisir de vos propres corbeaux. Là, nous serons en paix. Les cavaliers restés en retrait lèvent sur Théoden le regard d'homme brusquement tiré d'un rêve. Après la musique de Saruman, la voix de leur maître paraît à leurs oreilles aussi rauque que celle d'un vieux corbeau. Pendant un bref moment, Saruman laisse apparaître sa colère. Il se penche par-dessus la balustrade comme pour frapper le roi de son bâton. Des gibets et des corbeaux, vieux radoteur. Qu'est-ce que la maison du Rohan, sinon une grange au bois de chaume, où les bandits boivent dans les relents pendant que leurs marmailles se roulent par terre avec les chiens? La victoire du gouffre de Helm n'est pas la vôtre, Théoden, dresseur de chevaux. Vous êtes le piètre fils d'une prestigieuse lignée. Je ne sais pourquoi j'ai eu la patience de vous parler. Je n'ai pas besoin de vous. Soit, regagnez vos cabanes. Saruman change alors de cible, et s'adresse maintenant à Gandalf, tentant de lui vendre son conseil et sa sagesse d'antan. Aucun de ceux qui se trouvent à portée n'est insensible à cet ultime effort de séduction, pour lequel Saruman semble utiliser tout son pouvoir. J'ai tenté de vous conseiller pour votre propre bien, mais vous m'avez à peine écouté. Je me suis jadis emporté dans mon ardeur à vous convaincre, vous et votre fierté, et je le regrette, certes, car je n'avais pour vous aucune malveillance, et je n'en ai même pas aujourd'hui encore, malgré les brigands qui vous accompagnent. Gandalf, mon ami, ne sommes-nous pas tous deux membres d'un haut et ancien ordre, des plus excellents en terre du milieu? Nous pourrions encore accomplir beaucoup ensemble pour guérir les désordres du monde, pour le bien commun. Je suis prêt à redresser le passé et à vous recevoir. Ne voulez-vous pas monter afin que nous délibérions? Théoden est soudain saisi par le doute. L'alliance des magiciens est inévitable. Ils sont si puissants. Gandalf montera à la tour pour discuter dans les chambres hautes d'Orthanc de choses profondes qui dépassent l'entendement des hommes. Il va nous trahir. Il va partir. Nous sommes perdus. Mais Gandalf, lui, il rit. L'idée fantasque qui venait de se former dans l'esprit du roi s'évanouit alors. Ah, Saruman, Saruman. La dernière fois que je vous ai rendu visite, vous étiez le geôlier du Mordor, et c'est là que je devais être envoyé. Alors, non merci, j'y regarderai à 2 fois avant de passer de nouveau votre porte. Mais, écoutez, Saruman, pour la dernière fois. Descendez donc. L'Isengard s'est révélé moins puissant que vous l'imaginiez. Il peut en aller de même d'autres choses dans lesquelles vous mettez encore votre confiance. Abandonnez donc votre projet. Réfléchissez bien, tout cela n'est que folie. Votre traîtrise a déjà coûté de nombreuses vies, et des milliers sont encore en péril. Mais vous pouvez les sauver, Saruman, car vous étiez dans les secrets de l'ennemi. Une ombre passe sur le visage de Saruman. Puis, il prend une pâleur mortelle. Avant qu'il la dissimule, tous voient sous le masque l'angoisse d'un esprit dans le doute, ayant horreur de rester et redoutant pourtant de quitter son refuge. Il hésite une seconde, puis parle, submergé par l'orgueil et la haine. Vous souhaiteriez bien que je descende, n'est-ce pas? Que voulez-vous, Gandalf le Gris? Ah oui, laissez-moi deviner. La clé d'Orthanc, ou peut-être même les clés de Barad-dûr, avec les couronnes des 7 rois et les baguettes des 5 magiciens? Ou bien, n'êtes-vous venu quérir que des informations? Mais j'en ai pour vous. Quelque chose gronde en terre du milieu, quelque chose que vous avez omis de voir. Mais le grand œil l'a vu, lui. Même maintenant, il met à profit cet avantage. Il attaquera très bientôt, et vous allez tous mourir. Mais vous le savez, n'est-ce pas, Gandalf? Oui, Gandalf n'hésite pas à sacrifier tous ceux qui lui sont proches, ceux à qui il manifeste de l'amour. Dites-moi, Gandalf, quel mot de réconfort avez-vous susurré au semi-homme avant de l'envoyer à sa perte? Le chemin sur lequel vous l'avez jeté ne peut le conduire qu'à la mort. Je vous offre une dernière chance, Saruman. Vos serviteurs sont détruits ou dispersés. Vos voisins vous en avez fait des ennemis, et vous avez trompé votre nouveau maître, ou essayé de le faire. Quand il tournera les yeux de ce côté, ce seront les yeux rouges de la colère. Je ne désire pas vous tuer, ni vous faire de mal. J'ai le pouvoir de vous protéger, et vous pouvez quitter Orthanc.
libre, si vous le voulez. Gardez votre pitié et votre clémence, je n'en ai nul besoin. Je refuse d'être prisonnier ici. Allez-vous-en et revenez quand vous aurez repris votre bon sens. Adieu. Le visage de Saruman devient livide, se tord de rage, il éclate d'un rire sauvage, se retourne et quitte le balcon, se réfugier dans les jupes de Grima. Revenez, Saruman, dit Gandalf d'une voix autoritaire. Et à l'étonnement de tous, Saruman se retourne immédiatement et revient au balcon. Il respire difficilement, son visage est contracté, et sa main serre son bâton noir comme si celui-ci voulait s'envoler. Vous avez fait l'imbécile, Saruman, et pourtant vous êtes digne de pitié. Vous auriez encore pu vous détourner de la folie et du mal et être de quelque utilité. Mais vous préférez rester et ronger les bouts de vos anciennes intrigues. Restez donc. Mais je vous avertis que vous ne ressortirez pas facilement. Pas à moins que les mains ténébreuses de l'Est ne s'étendent pour vous emporter, Saruman, cria-t-il, et sa voix crut en puissance et en autorité. Voyez, je ne suis pas Gandalf le Gris, que vous avez trahi. Je suis Gandalf le Blanc, qui est revenu de la mort. Vous n'avez plus de couleur à présent, et je vous chasse de l'ordre et du conseil. Gandalf lève la main et dit « Votre bâton est brisé, Saruman !» Le bâton de Saruman se brise et la tête tombe aux pieds du magicien blanc. Saruman, lui, tombe et s'enfuit en rampant. Oh là là. Au même instant, un objet lourd et brillant tombe et ricoche sur la balustrade. L'ego de Saruman. Entre autres, ratant Saruman d'un instant, passant à côté de la tête de Gandalf et allant crevasser l'escalier. Donc ça va quand même crevasser un escalier en espèce d'obsidienne. Donc ce palantir est vraiment d'une puissance... Ah, le spoil. Et ça m'a étonné d'ailleurs parce que vraiment la tour, il est marqué dans ce chapitre qu'elle est restée quasiment intacte, même par l'attaque des Ents. Les Ents qui étaient capables d'exploser à peu près tout. Et ils ont fait quelques égratignures à la base, mais c'est tout. À peine, ouais. Même, il est dit, je me demande s'il n'est pas dit un peu plus loin que les Ents n'arrivaient même pas à... Si, ouais, ils disent des petits éclats, mais c'est vraiment minime. Et là, la palantir éclate une marche. Bah, je pense que c'est parce que c'est une conception numéroenne, comme la tour en fait. Ouais. Numénorienne ? Non, Numénorienne, oui, c'est ça. C'est palantir. C'est pas... Féanor. C'est Féanor qui a fait les palantirs. Oui. Du coup, c'est encore plus impressionnant. C'est une des créations de Féanor, comme un Silmaril, comme, etc. Donc c'est plus grand. En vrai, même les Numénoriens ne peuvent pas rivaliser avec une ça telle dépasse toute la puissance d'Orthanc et toute la puissance même. Je vais pas dire des personnages réunis là, parce qu'on a quand même 2 Maillards. Visiblement, si ce palantir, oui évidemment je prends un peu les devants sur toi, ce palantir qui passe au-dessus de la tête de Saruman est capable de creuser un petit sillon dans les marches en obsidienne de la tour, j'aurais bien aimé voir la tête de Saruman si elle se le prenait sur la planche. D'ailleurs, je reviens sur un petit élément que j'ai pas dit, que je voulais mettre dans mon petit dossier, parce que justement je disais qu'ils avaient tous les deux été... qui servait entre guillemets à Aulé, le forgeron des Valar, et en fait il est dit que Saruman a lui-même un anneau quand il est à Orthanc, qu'on dit qu'il a forgé lui-même. On en sait très peu de choses, c'est tout, mais voilà, dans mes recherches là, on disait qu'il avait un anneau, donc il s'est forgé un anneau magique lui-même, quoi. Donc c'est assez cool d'avoir un autre anneau. Un wannabe bad guy, hein, quand ouais, même. c'est vraiment genre. Il a une moi, tour tout comme lui. Plus petite que Barad-dûr, mais dans la même idée. Un anneau comme l'autre, mais qui fait rien. En tout cas, je sais pas ce qu'il fait, j'ai pas eu le temps de faire plus de recherches, mais voilà, peut-être qu'on est. Enfin, si vous avez envie d'aller voir, il s'est forgé lui-même un anneau, je suppose, avec ses compétences de forgelot. Donc cette fameuse boule crevasse l'escalier, et elle est malgré tout intacte. C'est donc une boule de cristal noir, mais rayonnant, au cœur de feu. Pipin court pour la ramasser, alors qu'elle se dirige vers une mare. « Le scélérat d'assassin !» cria Éomer. Mais Gandalf, impassible, comprend que c'est en vérité un acte d'adieu de notre chère langue de serpent. Ces deux-là vont en effet se taillader mutuellement, prédit alors Gandalf.
Il interpelle ensuite Pip. Donc quand ils vont se taillader, il prédit que le fait de les enfermer tous les deux, Ouais, ça va pas faire bon ménage, quoi. la belle relation toxique. Mais ils vont pas s'entretuer. Et ça m'a toujours étonné. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est Grima qui a essayé d'assassiner Saruman. Ouais, C'est ouais. passé à côté de la tête de Gandalf. Et Gandalf, il dit non, moi j'ai vu, c'était notre cher Grima. Mais je suis toujours très étonné parce qu'effectivement, Grima essaye de tuer Saruman à cet endroit-là. Il fait perdre en plus à Saruman, Gandalf va le dire, un des outils les plus puissants de la Terre, un truc, enfin vraiment. C'est super important, un ultra palantir. important. Il aurait pu envoyer tout, mais Ouais. il envoie vraiment le truc le Il plus envoie précieux de la ça. tour. Probablement sans le savoir. Et pourtant, Saruman lui laisse la vie sauve. Ouais. Peut-être qu'il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Il est censé être seul, j'en sais rien. Mais... Bah, Et en d'ailleurs- somme, il a perdu son bâton, il a perdu son pouvoir, et Non, il mais- est défait de l'ordre. Ça n'empêche pas qu'il peut Attends, peut-être il être peut- encore il peut- puissant, mais il a perdu beaucoup de choses. Il peut quand même tuer Grima. je veux dire. Ouais. Bah, sans sa magie, qu'est-ce que Et Saruman? Je sais qu'il y avait un besoin de fermer un arc narratif dans les films, mais c'est vraiment ce moment-ci, je suppose, qui a été utilisé pour justifier l'acte d'assassinat ou de meurtre, en tout cas, de Mhm. Grima dans les films, quoi. Parce que du coup, là, il le poignarde dans le dos. Ouais, dans Ce le qu'il film. fera à la fin dans le sac de la comté. Oui. Mais ah oui, il le fait aussi à la fin. C'est Grima qui coup de tue couteau. Saruman Ah, dans, oui, ok. dans le sac de la comté. Ouais. Je crois même qu'il l'égorge. Et du coup, voilà, ils ont évidemment, il devait finir un arc, tout simplement. Du coup, il devait transvaser cette mort à cet endroit-là dans le film, quoi. Oui, et montrer Saruman utiliser son bâton pour juste après le briser Ouais. et montrer de manière plus spectaculaire que son pouvoir s'en était allé. Ouais. Défait par Gandalf. Donc voilà, nos chers Saruman et Grima vont pas s'entretuer pour le coup, mais ils vont sûrement bien s'amuser. J'espère qu'ils ont un kicker ou quelque chose. Il faudrait peut-être filmer, ça c'est les débuts de la télé-réalité en Terre du Milieu. Ouais. De Hortank Story. Donc ensuite, il interpelle notre cher Pipin, avec amour, comme d'habitude, et descend de sa monture pour alors récupérer la boule et l'enrouler dans un tissu. Il décrète la discussion avec le magicien déchu terminée, et ils partent tous sous la clameur des cavaliers, heureux que les maléfices de Saruman aient enfin pris fin. Gandalf lui a proposé de servir de conseiller pour les batailles à venir, malgré sa trahison. Saruman avait droit à la pitié, mais il a décidé de garder la puissance d'Orthanc. Il ne veut pas servir, mais seulement commander. Peut-être que Sauron, lui, pourrait l'en déloger, mais Gandalf n'aspire pas à la domination. Il est néanmoins heureux que l'objet lancé par Grima est probablement l'objet le plus précieux de toute la tour. Survient alors un cri strident depuis la tour d'Orthanc, et il semblerait que Saruman soit du même avis. Espèce d'idiot! Je vois trop tu te fais la réflexion et t'entends juste derrière le... Il aurait pu Mais- jeter n'importe quoi, mais mais oui, il a c'est fallu ça. que ce soit le palantir qu'il jette. Quand j'ai relu ça, déjà, ça m'a fait tilter un truc, c'est que j'avais jamais tilté, c'est que dans les films, c'est complètement incohérent la manière dont ils le trouvent, parce Ouais. que dans les films, ils le trouvent dans l'eau, alors que la tour d'Orthanc n'a pas été détruite. Donc, à quel moment la boule aurait sauté par la fenêtre pour se Ouais, retrouver c'est dans vrai. l'eau? Parce que là, tu parles de la version cinéma. Dans la version longue, il l'a dans sa robe, ce qui est aussi assez ridicule. Et en tombant, Ah, oui, oui. en tombant sur cette espèce de roue au pied Ouais. de la tour, eh bien, il y a un plan, bref, qui indique, vu que cette roue tourne et que la dépouille de Saruman va aller se mettre dans l'eau, Ouais, d'accord. à ce moment-là, le palantir glisse de sa manche Ouais, et bon. tombe dans l'eau. Ça reste Oui. un petit peu facile, D'accord. mais là au moins Mais- c'est explicite. Mais même effectivement, dans cette version du livre, que ce soit Grima qui lance évidemment ça, encore une fois, Mm. je trouve que c'est tellement gros, et en même temps, ça revient toujours avec ce même thème. Voilà, comme s'il fallait que ce soit fait, mais c'est fou, quoi. C'est amusant tout de même parce que j'en avais parlé, je vous avais posé la question, je me demandais comment se fait-il que Grima, alors qu'il a la possibilité de traverser à la nage alors qu'il ne sait pas nager pour rejoindre Saruman et s'enfermer dans la tour, ou bien être libre, en tout cas c'est ce qu'on lui avance, il finit quand même par retourner auprès de Saruman pour après, très brièvement après, essayer de le tuer ou de se libérer de lui. C'est une relation très particulière qu'ils entretiennent. Ouais, c'est vrai. J'ai pas de réponse. Moi, j'ai vraiment l'impression Moi non que plus. Grima, c'est plus une victime. Enfin, c'est pas une impression, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais Grima, c'est aussi, en plus d'être un traître qui avait envie d'avoir la main d'Éowyn, etc., etc., je pense que c'est aussi une grosse victime et qu'en soi, tu regardes avec des yeux bizarres, mais tu savais pas que Grima était de mèche avec Saruman, principalement pour avoir la main d'Éowyn. Non. Exactement comme dans l'histoire. Comme de dans le Gondolin. film alors. Non, dans l'histoire de Gondolin. Dans l'histoire de Gondolin, mais également comme c'est. On en a parlé dans un des Montré. précédents chapitres.
Je ne sais plus. Là, je Non. débarque. Je Non, prends je pense cette pas qu'on avait information. déjà évoqué ça. Mais en tout cas, quand Saruman lance tout un tas d'espions, C'était une promesse qui était faite à Grima. Grima, lui, est envoyé auprès du roi Théoden. Enfin, il vient d'Edoras, je crois, Grima. C'est un Rohirrim. Il va devenir ce conseiller en étant aussi... Mais donc c'est vraiment exactement comme dans l'histoire de Gondolin avec Maglin qui se fait corrompre par Morgoth pour épouser Idril, la fille de Turgon, qui sera promise à Tuor par la suite. Même C'est schéma. vraiment le même schéma. Mais on voit ça beaucoup Mais avec finalement. les couples elfes-hommes, on a 3 belles histoires d'amour entre une elfe et un homme. Est-ce que c'est comme ça qu'on rédige un bon lore ou est-ce que c'est comme ça qu'on devient flemmard? Je me pose la question. Non, mais Non, moi je pense que la récurrence a une certaine logique. Bah oui, Ouais, bien ouais. Et sûr. je reviens sur ces histoires d'amour, il y en a que 3 et elles sont toutes légendaires et magnifiques. D'où aussi le fait que dans une certaine série Amazon, Ah, mais le fait d'en rajouter une, ça va évidemment faire jaser parce que c'est censé être Unique, plus ouais. unique et légendaire comme Mais élément. ne revenons pas sur la série Amazon, mais par contre, par rapport à ces histoires d'amour elfe, là, je suis désolé, là on part un peu en live, mais je trouvais ça intéressant de le dire parce que je l'ai lu cette semaine dans les contes et légendes inachevés. En fait, il y aurait une autre histoire d'amour qui n'est pas vraiment explicitée dans ces 3 dont tu parles, donc tu aurais Idril, et qui d'autre Beren et Luthien. Arwen Beren et et Luthien. Beren et Luthien. Il y en aurait une autre parce que, en fait, vous allez voir dans le prochain livre, dans le Retour du roi, on découvre une partie un autre roi du Gondor, un autre peuple gondoréen plus au sud. Et en fait, il est dit, quand il rencontre Legolas, que il est dit que ce peuple-là a du sang elfique en eux. Et c'est jamais expliqué pourquoi, mais dans les récits très tardifs de Tolkien, il y a l'idée que il y aurait une elfe qui serait accouplée avec un de ces gars. Qui se retombe amoureux Et aussi. donc toute la descendance aurait du sang elfique encore en eux. Donc ce sont des hommes qui ont du sang elfique en eux. C'est particulier. Voilà, donc il existe encore un 4e... C'est vrai que pour revenir sur ce que j'ai Quatrième moi-même possibilité. dit par rapport à la série, même si on va pas s'étaler dessus, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait eu d'autres, j'ai l'impression. Ouais. Même si celles qui sont là sont présentées comme vraiment presque magiques, parce que Ouais, c'est à ouais. chaque fois des couples qui ont une importance dans énorme. Ouais. l'histoire. Mais il est évidemment que c'est... moi je trouve qu'ils auraient même pas dû tenter, mais c'est à faire avec plus que des pincettes, quoi. Genre, Ouais. Et le gardien de la porte là et la fermière d'à côté, ils ont été machin. Non, allez, c'est bon quoi. C'est d'habitude des rois et des reines ou des gens d'une beauté. Tu es très classiste, là, les filles. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ne vrai. continuons pas sur la série, s'il vous plaît. Non, mais voilà. Donc ensuite, nos chers amis retournent donc vers la porte d'Isengard pour retrouver Sylvebarbe et une douzaine d'Ents que Gimli, Aragorn et Legolas considèrent avec étonnement. Et le vieil Ent se retourne vers Legolas. Ainsi, vous avez parcouru tout le chemin depuis la forêt noire, mon bon elfe. C'était autrefois une très grande forêt. Ce l'est encore, dit Legolas, mais pas assez pour que nous, qui y demeurions, nous nous fatiguions jamais de voir de nouveaux arbres. Je serais extrêmement heureux de voyager dans la forêt de Fangorn. J'en ai à peine franchi les lisières et je ne désirerais pas m'en retourner. Ces paroles font grandement plaisir à Sylvebarbe, qui lui souhaite de réaliser son souhait. Je viendrai si j'en ai la bonne fortune, dit Legolas. Et je suis convenu avec un ami que, si tout va bien, nous visiterons Fangorn ensemble, avec votre permission. Il fait ensuite savoir que son ami est un nain, et non un elfe. Ça, dit Sylvebarbe, lui jetant un regard noir. Un nain et un porteur de hache. J'ai de la bienveillance pour les elfes, mais vous m'en demandez beaucoup. Voilà une étrange amitié. On dirait, je sais pas moi, une fille de la haute qui présente son mec. Mais ce n'est pas de l'amitié, Sylvebarbe. il travaille C'est au bien dock. plus. Il travaille avec. Il a des parents. Bon. Oui. Eh ben, ou non, on t'aime bien, mais. Tant que tu es heureuse. Quelle horreur. Mais Legolas n'en démord pas. Qui plus est, la hache de Gimli est pour les orques, non les arbres. Il loue ensuite les gloires de son ami. 40 d'entre eux, 40 de ces orques, ont péri par sa main lors de la précédente bataille, et de toute façon, tant que Gimli, fils de Glóin, sera vivant, Legolas n'ira pas seul à Fangorn.
Sur ces mots, Sylvebarbe accepte et la compagnie doit maintenant se séparer. Lent regrette déjà la compagnie de ses 2 nouveaux amis, Merry et Pipin. « Je ne les oublierai pas. J'ai inscrit leurs noms dans la longue liste. Les Ents s'en souviendront. » La fameuse liste avec toutes les créatures qu'il connaît. Ouais. Alors il y a un petit poème que j'ai retiré, parce que voilà, mais c'est quand même quelques 5-6 phrases qui expliquent les Ents, etc. Enfin, les Hobbits, pardon, Ce qu'il a rajouté etc. en fait dans leur chant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouf, hein, de savoir qu'ils sont tous les deux. Avant de se séparer, Gandalf demande aux Ents de ne pas laisser Saruman sortir d'Isengard, et ceux-ci acceptent. Il ne mettra plus les pieds dehors. Il faudra par ailleurs qu'il continue de noyer les alentours d'Orthanc, car il y a sûrement sous terre quelques galeries creusées qui pourraient donner à Saruman l'envie d'aller et venir sans être vu. Donc voilà, Gandalf demande vraiment qu'ils aillent voir toutes les galeries et qu'ils continuent de foutre de la flotte jusqu'à ce que tout soit bien éteint et rempli, et qu'il n'y ait plus du tout de possibilité pour Saruman de partir. Des arbres reviennent vivre ici, de vieux arbres, des arbres sauvages. Nous appellerons cela le bois du guet. Pas un écureuil n'y viendra que je ne le sache. Fiez-vous aux Ents, Gandalf. Nous ne nous lasserons pas de le surveiller jusqu'à ce que soit écoulé 7 fois le nombre des années durant lesquelles il nous a tourmentés. Eh ben, raté. Propre. Parce qu'en fait, il va le laisser partir. Mais ne raconte pas tout, Cyril. Bah, on le sait, mais il avouera s'être fait amadouer par sa voix, malheureusement. Donc il aura quand même réussi à faire fléchir les elfes. Les Ents, pardon, alors que sur les hommes, ça n'a pas tant pris que ça. En tout cas, sur Théoden, ça n'a pas très bien pris. Ça n'a pas pris parce qu'il y avait Gandalf et Gimli. Certes. Mais sinon... Gimli n'était pas... Non, Gimli ne s'est pas laissé amadouer une seule seconde. J'ai dû faire des pas en ce moment-là. Mais on peut reconnaître du coup l'opiniâtreté des nains et leur force, leur vigueur, leur résistance à ce genre de maléfices. Face aux anneaux, entre guillemets, même si ça agit différemment. Mais... Mais donc voilà, vous avez découvert beaucoup de choses sur Saruman dans cet épisode, et moi aussi. Et cette voix, c'est vrai que cette voix, on l'oublie, mais c'est quand même un pouvoir vachement puissant, et on peut mieux comprendre comment il a pris l'influence qu'il a eue au Rohan sur Théoden. Mais c'est une analogie de la politique, ce qu'a voulu faire Tolkien. Il adore les analogies. Clairement, on peut vraiment faire le lien avec... Bon, mais moi, je me pose toujours la question, je pense que c'est répondu et qu'il n'y a pas de litige par rapport à ça, mais est-ce que Grima va corrompre Théoden par ses paroles et ses poisons, comme il a été dit également, ou est-ce que c'est Saruman qui, entre guillemets, passe par Grima, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et utilise sa magie via lui. Petite nuance... à mon avis, les deux. Grima doit certainement reprendre les paroles de Saruman. Oui, mais sans la voix. Il n'a pas le même pouvoir, donc est-ce que c'est pas plutôt Saruman qui... Mais les poisons aidants... Parce que c'est pas les mots de Saruman qui font ça. Rappelez-vous bien que Saruman avait quand même toute une emprise sur tout le pays du Rohan, car si vous vous souvenez bien, quand nous sommes arrivés au Rohan et que nos héros ont posé le pied sur l'herbe du Rohan, Aragorn a tout de suite dit il y a quelque chose qui est à l'œuvre sur cette terre, il y a quelque chose de pas naturel. Donc Saruman a quand même avait un pouvoir très puissant. Donc en fait, ce serait pas du tout exagéré d'imaginer qu'il puisse arriver à corrompre Théoden à distance par sa voix. Tout à fait. Par l'intermédiaire de Grima, certainement. Ça met un peu en relief ces pauvres Dunlandais qui se sont fait complètement corrompre par lui et qui ont mené la guerre. Parce que finalement, ce sont que de simples hommes qui ont été ensorcelés. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de... Eux, je ne pense même pas qu'ils ont été ensorcelés. Saruman a plutôt excité les querelles qu'ils avaient avec les Rohirrim. Oui, mais bien sûr, mais il a évidemment utilisé de sa voix pour les corrompre plus facilement. C'est ce qui est marqué dans le texte. C'est impossible de lui résister, à part d'avoir une volonté absolument énorme. De toute façon, ils ont eu la clémence des Homères, je pense. Donc voilà. Mais c'est clair que je pense qu'ils ont une responsabilité... Enfin voilà, il y a une histoire en tout cas entre ces deux peuples de bataille, donc comme dit Julien, même si évidemment le pouvoir a sûrement été utilisé. Mais belle découverte de ce grand personnage qu'on retrouvera dans quelques temps, très bientôt au final, pour finir entre guillemets l'arc de ce personnage. Donc on ne va pas mettre de mot de fin
son notre on cher le magicien retrouvera à pour la le fin. moment. Hein. Oui, mais bon, on voit ce que je veux dire. Non, parce que j'allais mettre un mot de fin en fait sur le personnage en disant bon, quel triste sort au final de ces combien d'années, de ces 2000 ans de voyage, de recherche, etc. et de finalement puissance, parce qu'il avait hors temps et tout, pour finalement finir comme ça. Mais ce n'est pas fini, donc je préfère. Mais peut-être que, là, je réfléchis en parlant maintenant, mais on se demandait pourquoi Grima continuait à suivre Saruman. Saruman a aussi la voix pour corrompre Grima, il a la voix pour lui donner des ordres, et en fait j'ai vérifié aussi, Julien, que tu disais tout à l'heure, Grima, donc c'est bien Grima qui va tuer Saruman à la fin en comté, et il va le tuer parce que en fait Frodon va essayer de ramener Grima dans leur camp, pensant qu'en fait il est simplement sous emprise du pervers narcissique Saruman, voilà. Et en fait Saruman et qu'il y a du bon en lui, comme dirait Obi-Wan, et on va commencer avec les références à Star Wars. Faut choisir ça, Harry Potter ou Star Wars. Et en fait Saruman va dire à Frodon le mal qu'a fait Grima, parce qu'en fait Grima, il faut le savoir qu'il a tué par exemple le fils de Lobelia là, oui, c'est vrai. il a tué Loton dans Cul-de-Sac, enfin il a quand même fait pas mal de méfaits, et donc il va vraiment cracher sur Grima, Saruman, et en réaction au fait de se faire encore déshonorer par son maître, à ce moment-là Grima va dans un élan l'égorger, et en l'égorgeant il va se faire tirer des flèches de Hobbit et il va mourir avec des potes comme ça. Mais donc, pas besoin d'ennemis. Sale destin quand même. Mais tragique. effectivement, on peut peut-être essayer de l'excuser pour pas l'excuser complètement, mais le comprendre en tout cas. Quand on voit le pouvoir qu'a Saruman, l'emprise qu'il peut avoir sur certaines personnes. Oui, je trouve qu'il y a toujours pas une excuse, ça n'excuse rien, mais enfin non, j'allais dire. Enfin, j'ai envie de discuter du fait aussi qu'il y a une histoire, enfin il y a de l'amour derrière. C'est bizarre à dire, mais j'ai envie juste de. Tu vas justifier le crime passionnel, c'est ça? Non, pas du tout, mais non, ça n'excuse pas du tout la trahison et tout ce qui vient après, mais c'est triste pour le personnage. En fait. C'est quand même sujet à une souffrance, à une tristesse, même si ça n'excuse rien. C'est juste que c'est des personnages qui sont amoureux de quelqu'un et qui finissent par, à cause de ça. Voilà. En fait, c'est un peu comme le. Oh là là, les références à Harry Potter reviennent. C'est un peu comme le personnage de Rogue qui est très amoureux de Lily, donc la mère d'Harry. Tu dis ça parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, j'en suis sûr, et qu'ils ont tous les deux le teint blafard. Et qu'ils ont les mains douces, tous les deux. Non, mais c'est pas ça, c'est que Rogue est amoureux de Lily, et il va faire quand même les pires crasses dans sa vie, et il y a quand même des gens... Moi, par exemple, je suis très partisan de pas du tout excuser Rogue. Je trouve que c'est un salaud. Quand on lit les livres, c'est vraiment une crasse avec Harry et avec tous les enfants pendant tout le truc. Mais il est vrai qu'il va aider dans la guerre contre Voldemort, c'est vrai. Néanmoins, ça n'excuse pas le fait que c'est vraiment un sombre con pendant toute l'aventure. Moi, je suis désolé. Et c'est un peu comme Grima, quoi. C'est des gens qui sont amoureux, effectivement, donc ils ont un mal-être très fort, mais ils en font quelque chose de très mauvais, quoi. Donc on peut pas excuser ça, on peut pas excuser D'autant plus que Grima ne va prendre que les plus mauvaises décisions à chaque fois. Ouais, parce que on lui laissera à chaque fois le choix, enfin à chaque fois, en tout cas à plusieurs occasions, il aura la possibilité de changer et de revenir sur ce qu'il avait commis. Et il ne le fait pas. Et il ne le fait pas. À chaque fois, il se trompe, en fait. Et c'est assez triste à regarder. Et pour refaire un lien avec la théologie une dernière fois, encore une fois, parce que là on peut tout lier, c'est évidemment dans la conception chrétienne, l'amour, c'est un don de soi. Et c'est pas du tout une volonté de possession. Et ici, Grima, je pense pas que ce soit un hasard que ces personnages-là soient un amour malsain, une forme d'amour qui est dépeinte par Tolkien comme quelque chose de mauvais et qui est dans la conception chrétienne très mauvaise. C'est un amour qui veut pour lui, qui veut posséder, et ce qui va l'amener vers le mal, quoi. Et ce qui est lié certainement au fait que Saruman soit dans la domination et non pas dans le service, comme l'évoque Gandalf dans ce chapitre-ci. Donc il se complète bien au final, malheureusement. Et là on peut faire un lien avec l'histoire d'Arwen et d'Aragorn, là où Arwen, carrément par amour, donne sa vie pour Aragorn. Donc c'est vraiment... Et lui n'en veut pas, en tout cas pendant un moment. Et donc c'est clairement c'est vraiment l'opposé, quoi. Mais donc, non, la scène des souvenirs de Rogue dans le 6 a été trop bien réalisée. Moi, je pardonne tout. Mais alors, dans les films, Votre père était un salaud. Je pense que les gens qui excusent Rogue sont souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup lu les livres, j'imagine. Parce qu'effectivement, dans les livres, c'est une crasse horrible. C'est un salaud avec Harry, c'est un salaud avec Neville, avec
avec Hermione, alors qu'il n'y a aucune raison. On pourrait dire oui, mais c'est parce qu'il a vraiment des griefs envers James Potter qui a été un C'est méchant tout à avec fait lui. normal d'harceler un enfant juste parce que sa mère ne voulait pas sortir avec Mais toi. genre, Hermione, tout à fait clean. Hermione, il la harcèle moralement et Neville aussi. Enfin, c'est horrible, c'est une sale Mais crasse. les films l'avaient Mais- tourné quand même d'une bien plus belle façon. Je Ouais, pense aux 3, face au loup-garou, il les protège directement, instinctivement. Oui. Il n'y a pas de conflit avec Neville montré, en tout cas Non, dans les films. jamais. On dit juste que Neville a peur de lui, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que vraiment. Enfin bref, c'est un autre sujet là. On Bon, devient il le faut fréquence qu'on de trois appelle, quarts de. oui, faut qu'on appelle Jérémy là. Attention, on a. Mais néanmoins, voilà. Chasse je pense gardée. que on a Grima, ouais, n'est pas excusable malgré l'amour. Non, clairement. Faux amour. En fait. Et encore moins notre cher Maglin de Gondoline, parce que bon, lui, il va carrément amener toute la cité la plus puissante du premier âge Beleriand à sa chute, ruine, quoi, ouais. donc à sa ruine. Donc non, clairement, ça reste des personnages comme tu le dis. Et puis en plus, il y gagne rien. Il meurt à la fin. C'est Ouais. vraiment. Donc voilà. Bien fait. Bien fait. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Nous prenons ainsi congé du traître Saruman que nous laissons entre les mains arbresques de Sylvebarbe. Il sera certainement bien gardé et ne risque pas du tout de s'échapper. Enfin, je ne pense pas que nous le reverrons de sitôt, mais nous le reverrons certainement. Alors, avec Cyril et Fix, je vous retrouve dans une semaine pour le prochain chapitre, à savoir le Palantir, objet magique projeté depuis le sommet d'Orthanc, qui intrigue déjà grandement notre ami Pipin. Si vous ne voulez pas manquer l'épisode suivant et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.